Bah, qu'est-ce que tu fais, Alexandre? Je révise. C'est fini les mérites sportifs régionaux. Alors Oui, d'accord, c'était une super soirée qu'on a eu grand plaisir à animer, mais c'est fini. Hein. Bah oui, mais écoute, on peut revoir justement la cérémonie sur notre chaîne YouTube et puis à l'antenne là pendant une semaine. Donc, bah faut en profiter. Toi, tu continues, tu te fais plaisir. C'est ça, Andrea. Ça. Exactement. À revoir. Bah oui, parce que tu sais, des prix, il y en a eu. Il n'y a pas eu que les prix sportifs qui ont été remis la semaine passée. Il y a aussi les prix à l'innovation des fers à cheval et des skis de notre région. On en parle mercredi dans Fais voir ta région. Ouais, une émission spéciale. D'ailleurs, tu vas retourner voir au Proxipel. C'est les anciens gagnants justement de ce prix à l'économie qui font des pelés. Et d'ailleurs, en parlant de pelés, bois, je suis un peu la belle au bois dormant. Hein. Tu sais, à Bursin, il y a maintenant un magasin qui a ouvert où 7 jours sur 7, on peut se procurer du bois dans un petit box. Oui, j'ai vu ça. C'est l'AGFOR justement qui a mis ça en place. Bon, mais aujourd'hui, Andrea, c'est lundi. Et le lundi, bah, c'est sport. Ouais, d'ailleurs, il y a des nouvelles là aussi. La ville de Nyon réitère son abonnement en Mouv'Nyon. Plus de 160 activités qui sont proposées. Tu choisis quoi entre le yoga, des sports de combat? Il y a l'aquagym ou pas? Aquagym, ouais. Ah bah aquagym alors. Voilà, j'ai un bon souvenir de l'année passée. Moi, j'y vais pour le yoga. J'y vais d'ailleurs. Je commence à m'entraîner. Eh ben écoute, entraîne-toi. Merci Andrea. À tout à l'heure. Et puis nous en plateau, eh bien, outre les mérites sportifs régionaux, on revient dessus. On reçoit Aurélie Lemouzy, qui a été élue personnalité de l'année. Elle est arbitre et elle est présidente de la Fédération de Suisse Rugby. On reçoit le coach de l'US Terre Sainte qui vient s'expliquer, Thomas Kupfer, sur les mauvais résultats et le départ du coach en plateau et bien sûr les résultats sportifs du week-end. Vous êtes bien installés, et bah fais voir ta région. C'est parti, bienvenue. Mais le résultat qu'on ne pouvait pas manquer ce week-end, eh bien, il est politique. L'élection à la municipalité de Gland remportée par Yves Froidevaux. Ce dimanche, la gauche a retrouvé son siège perdu en 2021. Le candidat de la plateforme PS Les Verts succède au municipal sortant Thierry Genoux, qui avait démissionné en août dernier. Yves Froidevaux devance au second tour le candidat GDG Jérôme Frachbourg et la candidate UDC Aïmara Buffa. Son entrée en fonction et l'attribution de ses digastères doivent encore être décidées. Regardez le reportage réalisé sur place dimanche par Andrea Braslopo et Florian Cavalleri. Est élu Froidevaux avec 1144 voix, soit 43,09%. C'est une grande satisfaction évidemment, on a fait une super campagne d'équipe, donc très content. Puis maintenant, pas mal de responsabilités, il faudra bosser quoi. Donc il y a des attentes et je ferai tout pour que les Glandois soient satisfaits de leur choix. Donc merci à eux aussi et puis merci à toute l'équipe qui m'a soutenu, qui a permis de faire une super campagne. Donc ouais, évidemment content et pas mal d'émotions à ce moment-là en tout cas. J'étais assez optimiste, mais c'est vrai que quand on a les résultats, c'est toujours un moment émotionnel. Et puis voilà, plus de 43% je crois, ce qui est quand même un score plutôt chouette. Donc évidemment très content. C'est un moment à la fois de joie, mais aussi en disant il va falloir bosser et puis il va falloir être intense dans son activité. Parce qu'on arrive dans un collège qui est déjà constitué, donc voilà, il va falloir faire sa place aussi. J'aimerais le plus rapidement possible, évidemment, pouvoir commencer à œuvrer pour les Glandoises et les Glandois. Donc on va attendre, je pense que je vais discuter avec Madame la syndic pour savoir comment elle envisage le timing, mais j'aimerais rentrer le plus vite possible, évidemment. Beaucoup de déceptions, c'est normal, quand on s'investit beaucoup, puis qu'on n'est pas élu, c'est une déception. Ouais. Le message que moi je vois, c'est quand même que la population a estimé que 5 GDG, c'était trop. En tout cas, c'est comme ça que je comprends beaucoup cette votation. Et voilà, donc j'ai déjà choisi quelque part de poser cette question à la population. Est-ce que le 5e siège, on le garde? Et la population, elle a répondu assez nettement parce que l'écart, il est plus grand qu'au premier tour. Donc je pense que la réponse de la population à cette question est assez claire. Moi, j'arrondis à 20% quand même de la population qui me fait confiance. Eh bien, ça veut dire que le travail est à faire et que je serai au rendez-vous. Je serai au rendez-vous au conseil communal. Au mois de juin, je serai présidente du conseil. Donc, toujours à l'écoute de la population. Et puis, l'aventure ne fait que continuer. Je suis vraiment émue et fière de ce qu'on a pu faire, malgré le peu de participation. Donc, on fera mieux la prochaine fois.
Revenons alors à l'actualité sportive. L'US Terre Sainte semble être dans une mauvaise passe. La semaine passée, le coach de la première équipe, Jordi Peracola, se faisait remercier par les dirigeants du club. Aujourd'hui, les Copétans sont derniers au classement de Première Ligue. Mais alors, que se passe-t-il au sein de l'US Terre Sainte? Le président Thomas Kupfer s'explique avec nous en plateau. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, bienvenue dans Fais voir ta région, Thomas Kupfer. Alors, je le disais en introduction, bah oui, une mauvaise passe, des résultats compliqués, un coach remercié. J'aimerais savoir comment ça va, Thomas Kupfer, comment vous le vivez tout ça, en tant que président? Alors, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la 3e fois que je peux être sur le plateau. Les 2 premières fois, plutôt pour commenter des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on a effectivement quelques soucis. Mais vous m'avez posé la question comment je vais comme président. J'ai une grande partie dans mon corps qui se réjouit parce que le club va dans la bonne direction. Nous avons eu vendredi passé un repas de soutien et nous avons tous les acteurs importants des communes de Terre Sainte étaient présents, les représentants communaux, les sponsors, tous les acteurs économiques et on a eu le feedback que les gens sont contents avec le président et surtout le comité et que nous allons dans la bonne direction. Nous avons enfin pu restructurer le mouvement des juniors. Nous avons une cellule féminine très performante. Je profite de l'occasion de féliciter nos 2 équipes féminines filles qui ont gagné la semaine passée la Coupe Vaudoise. Nous avons une équipe qu'on a créée il y a 2 ans féminine qui était en 4e ligue, qui est montée en 3e ligue et qui est premier aujourd'hui. On espère de tout cœur qu'elle va monter en 2e ligue inter. Donc il se passe quand même pas mal de belles choses. On va revenir justement sur le développement du club, mais quand même dans l'actualité, il y a cette première équipe. La première équipe dans un club de football, c'est souvent la vitrine. Et puis c'est celle-là qui est la plus médiatisée aussi, qui est la plus vue des autres. Aujourd'hui, là, c'est compliqué ces événements. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous séparer du coach Jordi Peracola la semaine passée, Thomas Kupfer? Et c'est là, c'est clair, c'est là où mon cœur, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir cette première équipe en dernière place. Et j'aimerais juste pour expliquer aux spectateurs qu'est-ce que c'est Terre Sainte Première Ligue. J'ai sorti les statistiques des dernières 20 ans. Il faut savoir que Terre Sainte a évolué seulement pendant 11 saisons en Première Ligue, 9 saisons en 2e Ligue inter. Durant ces 11 ans en Première Ligue, il y a eu 2 relégations. Et souvent, les équipes, ils ont joué la relégation jusqu'au dernier tour. On a eu 2 exceptions. En 2012, 3e place, et l'année passée, cette fantastique 8e place. Donc c'est important de savoir d'où on vient pour pouvoir commenter aujourd'hui ce qui se passe. Mais alors tout de même, c'est vrai, ces dernières saisons en Première Ligue, bon, il faut le dire, oui, l'US Terre Sainte était plutôt au milieu bas du tableau, on va dire, mais se maintenait. Aujourd'hui, ça semble plus compliqué. C'est uniquement les mauvais résultats qui vous ont poussé à vous séparer du coach? J'aimerais encore juste rajouter une explication. Nous avons, suite aux très bons résultats de la saison passée, perdu 6 joueurs. Servette est venu chercher 2 joueurs. Yverdon Sport, 1 joueur. Mérin, 2 joueurs. Et 1 joueur a arrêté. Donc vous faites piquer des joueurs par d'autres clubs, c'est ça? Pas piquer, c'est une évolution normale parce que nous avons un budget, nous ne pourrons jamais payer les joueurs autant que par exemple Mérin. Si un joueur peut avoir une évolution à Servette, c'est évident, on ne peut pas le freiner parce qu'il a des perspectives que Terre Sainte ne peut pas donner. Mais nous avons eu, ça veut dire une équipe qui navigue toujours entre Première Ligue et 2e Ligue, beaucoup de départs, et c'est pour ça que nous avons eu un premier tour effectivement catastrophique. Catastrophique, on ne peut pas dire autrement. Donc c'est dû à ces départs de joueurs, c'est vrai que l'équipe c'est un peu... Il y a des piliers aussi qui sont partis, notamment en fin d'année, je me souviens, certains joueurs importants, mais il y avait aussi du mauvais coaching, selon vous, c'est ce qui explique cette décision que vous avez prise de vous séparer du coach aussi? Alors, à la fin du premier tour, on a fait cette réflexion, on a dit, est-ce qu'il faut changer le coach ou pas? Puis il l'a fait, Vevey l'a fait,
et Monté l'a également fait. Moi, j'ai dit, pour les raisons que je viens de vous évoquer, j'ai dit non, c'est pas faire vis-à-vis de Jordi. Alors on a dit... On lui laisse sa chance. On lui laisse sa chance. Parce que je rappelle qu'il était là depuis moins de 10 mois. Hein, donc depuis le début de saison. Et j'ai dit, c'est pas faire, laissons-lui la chance. Nous avons fait des transferts, mais malheureusement, il y a eu de nouveau 4 matchs où, surtout l'évolution de joueurs, de l'équipe n'était pas réjouissante. Et vous savez, quand vous êtes entraîneur et vous perdez des matchs, et vous perdez, à la fin, vous pouvez dire ce que vous voulez, les joueurs, ils ne vous croient plus, ils ne vous écoutent plus. Donc c'est malheureux. Un manque de confiance des joueurs envers le coach, au final, avec les mauvais résultats. Effectivement, oui. Et là, on n'avait pas d'autre solution. J'ai reçu Jordi chez moi à la maison, je lui ai annoncé que nous allons se séparer de lui. Il était certes déçu, c'était des discussions compliquées, mais il a même dit dans la presse, c'était pour lui également un soulagement, parce que à un moment donné, quand on perd, c'est pesant. Ouais. Plus de 13 défaites sur moins d'une vingtaine de matchs, donc effectivement c'est compliqué. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de changer, vous avez nommé un binôme, Samuel Singarella et Jean-Paul Lamont, qui ont pu faire déjà leur première preuve cette semaine. Compliqué là aussi, les résultats, mercredi, une défaite 1-0 face à la Sarraz, et puis ce week-end, un nul 3-3 face à Port-Alban-Gletteran ce week-end. Comment vous analysez les premiers matchs de ce nouveau binôme de coach? Voilà. Alors là aussi, je dois vous expliquer pourquoi ce choix. Jean-Paul Lamont, c'est le directeur sportif à Terre Sainte. Il a déjà repris l'année passée l'équipe pour les derniers 6 matchs et puis il nous a sauvés. In extremis aussi, et tout. Il était coach assistant, c'est ça aussi. Exactement. Et puis Samuel Singarella qui a rejoint le club cette année, au début d'année, c'est quelqu'un qui est frais, qui est externe, qui a beaucoup d'énergie. Et ce duo, je suis convaincu qu'ils vont sauver cette équipe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un entraîneur qui explique aux joueurs comment ils doivent jouer. On a surtout besoin des psychologues. On a besoin des gens qui sont des bons communicateurs, des motivateurs. Et on a vu le premier match à la Sarraz, l'équipe était encore crispée. On aurait mérité le match nul, mais là, quand ça va mal, ça va mal. Et hier, on a eu un magnifique match, un match qu'on a mené jusqu'à la 89e minute 3-2. Et on prend l'égalisation quasiment à la fin du match. Mais je vois de nouveau un choix de jouer, un choix de vivre. Donc vous misez quand même sur ce binôme. Ce n'est pas un binôme ad intérim avant de rechercher un nouveau coach. Là, vous misez là-dessus. Pourtant, on pourrait se dire, il n'y a pas eu deux premiers matchs et pas de victoire. On pourrait douter justement de cette décision, non, Thomas Kupfer? Non, il reste 9 matchs. Et maintenant, on va jusqu'au bout avec les 2 entraîneurs. J'ai 100% confiance. Moi, je suis toujours au match. Je vois ce qui se passe. J'ai vu les joueurs de nouveau avec le sourire. Il reste 9 matchs. Pour éviter la relégation, parce que je rappelle, vous êtes lanterne rouge, vous êtes dernier au classement, 16e. Pour éviter la relégation, selon vous, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour inverser la tendance, Thomas Kupfer? Écoutez, il faut gagner des matchs. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ce que je demande au coach et ce que je demande aux joueurs, pour chaque match, on donne tout. On joue, on donne tout et on verra le bilan à la fin de la saison. Comme je vous ai expliqué tout au début, c'est pour ça que c'est important pour les spectateurs de comprendre. On n'est pas assuré en première ligue, Terre Sainte, avec un budget, avec des joueurs qu'on nous prend. Terre Sainte n'a jamais été dans le haut du classement de première ligue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de panique, mais c'est évident, on est des compétiteurs, c'est notre carte de visite, on va tout faire pour s'en sortir. On est à 3 points du premier non relégable, il reste 9 matchs. Moi, je suis confiant. Ouais, cette mauvaise passe, justement, voilà, c'est le sport, ça fait partie des aléas aussi d'un club de foot comme le vôtre, l'US Terre Sainte. Parlons peut-être de choses plus positives. Vous nous en parlez en tout début d'interview, les bonnes nouvelles du club. Le club va bien alors, Thomas Kupfer, plus largement? Écoutez, oui, nous avons fait maintenant depuis 2 ans et demi avec mon comité, et on est tous des bénévoles, j'estime du bon travail. Nous avons pu stabiliser le club au niveau financier. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Nous avons les sponsors qui reviennent, nous avons
un engouement qui se fait dans la région et nous avons ce domaine féminin dans le club, que nous sommes un des seuls clubs dans la région. Gland, par exemple, en parlait d'ailleurs la semaine passée avec le FC Prangin. Bah oui, le football féminin se développe de plus en plus chez nous aussi et dans votre club aussi alors. Et c'est quelque chose que nous voulons absolument continuer à faire. Nous avons plus que 150 filles ou femmes dans le club et ça cartonne, ça fonctionne à merveille. Et nous sommes également encouragés par l'ACVF parce qu'il y a un engouement pour le foot féminin. Et ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et également, comme je vous ai dit, on a en tout 35 équipes, des juniors, des femmes, des seniors. Et moi, je suis le président. Et c'est aussi l'avis du comité. On veut être le comité pour toutes nos équipes. Ouais. Ça, c'est pour nous très important. Alors voilà pour le positif. Et pour terminer, Thomas Kupfer, puisque vous venez de parler de la CVF aussi, j'aimerais vous faire réagir à une actualité qui a agité le monde du football et surtout du football vaudois, parce que suite à un incident survenu la semaine passée dans le canton où le père d'un jeune joueur de Junior D a physiquement agressé un arbitre, et tous les matchs de Junior D du canton ont été annulés le week-end passé. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette décision prise par l'association vaudoise de football de dire on va marquer les esprits, on annule tous les matchs de Junior D ce week-end? Alors écoutez, 100% d'accord, mais 100%. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis souvent autour des terrains, j'aime bien regarder les matchs des enfants, des juniors, des filles, et je vois malheureusement aujourd'hui, une agressivité qui vient de plus en plus des parents. C'est-à-dire, même chez nous, même à Coppet, sur le stade des Rojalais, vous constatez de temps en temps que ça chauffe en tribune, si j'ose dire. Je ne peux pas vous nier. Ouais. Nous avons eu un cas d'une équipe au premier tour, une équipe junior D. Il n'y a pas eu d'agression vers l'arbitre, mais il y a eu des mots des parents. Et j'ai assisté à ce match. Et qu'est-ce que nous avons fait? Le lendemain, j'ai convoqué les parents de cette équipe et je leur ai expliqué qu'on ne pouvait pas accepter ça. Aujourd'hui, il faut être conscient, sans arbitre, on ne peut pas jouer. Et on ne peut pas accepter qu'un parent rentre sur le terrain et agresse son enfant. Et c'est pour ça que je suis 100% d'accord avec ces décisions et nous devons vraiment tout faire pour veiller à ça. Oui, comment faire justement? Quelles sont les possibilités pour un club? Mettre en garde, mettre des affiches, contrôler davantage qui sont les parents et qui sont les enfants qui rentrent dans notre club? Comment on fait? Écoutez, il y a plusieurs mesures. Je pense que la meilleure mesure, c'est chaque fois quand il y a un comportement qui n'est pas adéquat, il faut agir. Mais pour ça, il faut être autour des terrains. Avec mon comité, on essaye, j'ai un responsable junior, j'ai un responsable pour le foot féminin, j'ai un responsable pour les foot seniors. Et on essaye vraiment d'aller voir un maximum de matchs. Et quand vous êtes sur place, vous pouvez intervenir et tout. Et vous pouvez aller voir les gens, bien sûr. Mais je ne rêve pas, il ne faut pas rêver. La société, malheureusement, on est dans une société, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup d'agressivité, mais je ferai tout comme président pour lutter contre ça. Pour nous, le fair play, c'est avant de gagner un match et surtout quand il y a des enfants qui jouent, il faut vraiment, on ne peut pas accepter ça. Tolérance zéro pour moi. Thomas Kupfer, président de l'US Terre Sainte, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je précise que la suite pour la première équipe, ce sera ce jeudi au Grand Saconnet. Merci Thomas Kupfer. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité et je vous souhaite bonne suite alors. Et puis on espère que vous allez remonter le tableau avec cette première équipe. Merci beaucoup. Et très bonne journée Thomas Kupfer. Merci. Et à nous donc pour le sport, on y reste justement. Les résultats sportifs du week-end, les voilà. C'est Jeux 7 et match tout de suite. Voilà, et on commence avec le basket dans Jeux 7 et match. Ça y est, ils l'ont fait. Les hommes du bébé Seignon ont sauvé leur place en play-off ce week-end en battant les Lions de Genève chez eux 75-77. Les basketteurs nyonnais affronteront Fribourg dans le premier tour des play-offs. Premier match prévu mercredi à Fribourg. Et les filles, elles, sont chaudes bouillantes pour attaquer les play-offs. Lyon Basket féminin qui a battu Aarau 90-52 ce week-end. De bon augure donc. En football, la deuxième ligue a vécu un
derby de folie ce week-end. Le FC Genolier-Beugnin a tenu tête au FC Gland et a accroché le match nul 2-2 sur les pelouses glandoises. Gland est toujours 2e au classement de 2e Ligue et GB est 9e. En ski, puisqu'il y en a toujours, notre fondeur nyonnais Candide Pralon a à nouveau brillé au championnat suisse avec une superbe 2e place au podium et une 4e du sprint malgré une chute en finale. Et puisqu'on est dans le ski, eh bien, les athlètes du ski club de Nyon aussi se sont démarqués. Lenny Maillard a terminé à la 7e place de la finale du Grand Prix Migros. Bravo à lui et merci au ski club de Nyon pour toutes ces images durant cette saison. Et on termine cette chronique sportive avec le handball. Les handballeurs nyonnais ont terminé leur saison à la 4e place de Première Ligue après une défaite très serrée, 26-29 face à Bienne, qui était premier du classement. Les Nyonnais s'assurent donc le maintien en Première Ligue après une très belle 2e partie de saison. Bravo les garçons et à la semaine prochaine. Voilà pour Jeux 7 et match. Et tout de suite, on revient sur les mérites sportifs régionaux qui se sont tenus jeudi dernier et qui ont notamment sacré le rugby féminin. Et la personnalité de l'année, elle est avec nous en plateau, Aurélie Lemouzy. On l'accueille tout de suite. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci beaucoup d'être Merci avec de me nous. recevoir. Bravo déjà. Personnalité de l'année, Aurélie Lemouzy, vous êtes joueuse aux Myrmigans qui ont reçu aussi le titre d'équipe de l'année, meilleure équipe. Aurélie Lemouzy, vous êtes arbitre de rugby et vous êtes aussi présidente de Suisse Rugby. On va parler de tout ça avec vous, on va apprendre à vous connaître. Mais déjà, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous fait d'être nommée personnalité par les mérites sportifs de la région de Nyon ? Alors ça me fait très très plaisir parce que c'est vrai que je suis arrivée à la présidence par un concours circonstance, la démission du président précédent, voilà, j'étais vice-présidente et c'est vrai que quand on arrive au poste comme ça, on essaye de faire de son mieux, j'ai un super comité aussi derrière moi, mais finalement ça me rassure sur le fait que voilà, ce que j'ai pu faire pendant 1 an et demi, c'est positif, les gens apprécient, ça a un impact sur le rugby suisse, donc voilà, ça fait plaisir, ça rassure et ça me motive pour les prochains mois. Et ça met la pression ou pas ? Justement, qu'on soit sacré comme ça, personnalité de l'année, qu'on soit à la tête de la Fédération suisse de rugby, ça met de la pression tout ça ou pas ? Pas trop, je ne suis pas du genre à me mettre la pression, c'est surtout du plaisir et c'est vraiment voilà, profiter du moment. J'avais la chance d'être avec mes coéquipières, donc c'était chouette. Très bien. Et puis, le rugby féminin a été sacré justement durant cette soirée. Hein. C'est quelque chose quand même. Alors vous, les Myrmigans, je l'ai dit, et puis espoir féminin de l'année, Alessia Philippe aussi. J'imagine que ça doit vous ravir, que ce soit le rugby qui l'emporte, mais surtout le rugby féminin aussi. Oui, alors c'est déjà, moi je voudrais quand même féliciter encore une fois le club de Nyon parce que ça montre le superbe travail que le club fait, que ça soit en termes d'équipe première et de résultats de l'équipe première, mais aussi cette capacité à faire émerger des talents comme Alessia, qui est si talentueuse que malheureusement on nous l'a pris. Et ben oui, mais maintenant. Voilà, mais bon, elle est quand même issue de la formation de la région et ça fait très plaisir. Ça inspire aussi des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, qui se disent si on pouvait avoir le même parcours qu'Alessia, ça serait bien. Donc voilà, déjà bravo au club de Nyon. Et oui, ça nous fait aussi plaisir au niveau de la fédération parce qu'on a une équipe masculine qui fonctionne très bien. Oui. Il a gagné ce week-end contre la Croatie, 8e victoire d'affilée. Mais voilà, ça permet aussi de montrer qu'il ne faut pas oublier les femmes. On est dans des échéances qui sont un peu différentes sur le rugby féminin parce qu'on est en train de reconstruire l'équipe par la base, par les jeunes, mais on voit via les résultats que ça marche et que les progrès sont là et que les gens apprécient le rugby féminin et apprécient de venir le voir. Parce qu'ils ont voté en masse. Exactement, on a la base, on a les fans. C'est ça, exactement. Alors, les autres lauréats et lauréates, je vous propose qu'on les écoute justement parce qu'ils ont réagi au micro d'Andrea Braslopo à la suite de cette cérémonie qui s'est tenue à Gland. Écoutez-les. Voilà, je voulais les entendre. Est-ce qu'il y a un petit cri d'équipe d'ailleurs ? Alors on n'a pas de cri de victoire, on a juste un cri de guerre qui est Cœur, Courage, Unité, Myrmigans. Équipe féminine qui est récompensée ce soir, les Myrmigans. Félicitations. Sacrée équipe de l'année, les Myrmigans. Le rugby a raflé tous les prix ce soir. Qu'est-ce que ça représente ce prix pour vous ? Ça fait plaisir, surtout que c'est que des équipes féminines, que des féminines dans le rugby, donc ça fait d'autant plus plaisir. Et on est content de promouvoir le sport, mais d'autant plus quand c'est pour les féminines, qui, je ne fais que le répéter, est un sport qu'il faut développer. Donc
je le redis, mais rejoignez-nous, n'hésitez pas, on est très gentils, on ne mord pas. Maxime, il représente quoi ce prix pour toi ce soir? C'est une bonne expérience pour moi. Merci pour mon entraîneur et mes parents qui est toujours avec moi. 2 champions pour le prix d'un, la sportive de l'année et le sportif de l'année. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup, tout l'accomplissement du travail et ouais, vraiment merci beaucoup. Ça fait plaisir qu'on mette en avant ces sports qui sont pas souvent mis en avant et ça donne encore plus envie, je pense, à d'autres personnes peut-être d'aller les faire, de montrer que c'est faisable pour tout le monde et ouais, c'est vraiment cool, c'est trop bien. Colin Landry, espoir masculin de l'année, qu'est-ce qui représente pour toi ce prix, Colin? C'est une assez grande fierté parce que ça veut dire que j'ai fait des bons résultats cette année, je suis très content de ma saison et ouais, c'est une belle récompense. Kylian, qu'est-ce qui représente pour vous ce prix ce soir? Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est un honneur. C'est une chance pour moi d'avoir ce prix aussi, parce que ça veut dire que maintenant, je pourrais continuer à combattre, continuer à voyager pour combattre. Et je pense que c'est une belle occasion de, comme je l'ai dit avant, aller chercher d'autres médailles, d'autres titres internationaux. Et on va faire de notre mieux pour ça. Cette année, vous nous ramenez la coupe. Il n'y a pas moyen. C'est tout ce que je nous souhaite aussi, parce qu'on en a un peu marre de toujours perdre en finale. Donc cette année, vraiment, là on est dans une bonne lancée et puis on est vraiment déterminés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ramener la coupe à la maison. Félicitations, merci. Les Lemouzy, ramener la coupe à la maison. Alors on y croit, les Mermigans, cette année? C'est devenu notre nouvelle chanson maintenant. Ah ouais. J'imagine. Bon, alors voilà, on a vu un bon résumé de tout ce qu'on venait de dire sur ce que permettent des mérites sportifs régionaux pour ces athlètes de briller. Alors, pour rappel, vous avez vu Mathilde Ray, donc sacrée en heptathlon, Kylian Humer en jiu-jitsu, Colin Landry en tennis, Maxime Tchernov en natation et bien sûr le rugby féminin. Donc, une belle palette aussi des sports représentés. Parlons de vous, Aurélie Lemouzy, si vous le voulez bien, parce que sur cette scène des mérites sportifs jeudi dernier, vous disiez alors que le rugby c'était une histoire de famille, ça venait de votre papa, mais aussi que le rugby, au début, le rugby féminin, c'était pas gagné, que c'était difficile de trouver des équipes féminines. Aujourd'hui, ça a bien changé. Complètement. Alors oui, effectivement, moi je fais partie de cette génération de joueuses qui a commencé à l'âge adulte parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour les jeunes de moins de 18 ans de faire du rugby. Et c'est vrai quand on voit l'exemple d'Alessia Philippe, mais on en a d'autres aujourd'hui dans le club, même en équipe nationale suisse, on commence à avoir une génération de joueuses qui ont commencé à l'école de rugby, qui font du rugby quand elles arrivent à 18 ans en équipe nationale. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'elles jouent. Ce qui n'était pas le cas il y a même pas une petite dizaine d'années. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le gros changement. Et ça vient aussi du travail qui a été fait dans les clubs pour adapter la formation des coachs, faire en sorte que, certes, les jeunes filles, elles jouent encore avec les garçons jusqu'à assez tard, mais nous, on offre aussi via la fédération des tournois féminins spécifiques, des entraînements avec l'équipe nationale spécifique. Donc ça leur permet à la fois de jouer au quotidien dans leur équipe masculine, mais aussi régulièrement, au moins une fois par mois, d'être entre filles de cet âge-là, parce qu'on en a besoin, surtout à l'adolescence, qui est un peu la période critique où on a tendance à les perdre. Donc on fait vraiment un gros travail sur cette tranche d'âge. Ouais, pour les consolider et puis consolider ces équipes féminines, donc chez nous en Suisse et donc en Suisse romande. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir arbitre alors? Parce que joueuse, on le comprend, c'est de famille, le rugby, ça a toujours été là, mais arbitre de rugby alors? Alors moi je viens du judo au départ et j'étais déjà arbitre en judo parce que pour être ceinture noire de judo il faut aussi être juge, et donc quand j'ai commencé le rugby c'était obligatoire d'avoir un arbitre dans l'équipe. Donc mon entraîneur m'a attrapé, il m'a dit toi t'es déjà arbitre dans un autre sport, va faire la formation, ça cochera la case. Et ça m'a plu. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Alors pendant très longtemps, comme je jouais à haut niveau, j'arbitrais juste pour occuper mes week-ends. Et c'est vrai qu'en arrivant en Suisse, j'ai décidé d'inverser, de vraiment me focaliser sur l'arbitrage en termes de performance et de jouer pour le plaisir de jouer. Je veux quand même ramener la coupe à la maison. Ah bah oui, mais quand même. Les enjeux sont différents. Il y a des choses importantes et il y a des priorités. Mais alors, sur ce travail d'arbitre, on parlait tout à l'heure de problèmes dans le foot, de violence envers les arbitres. Vous, dans le rugby, et en tant que femme aussi, arbitre,
arbitre, il faut le dire. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de choses? Non, on n'a pas ce problème-là. D'ailleurs, voilà, la ville de Nyon, j'ai eu la chance de faire la campagne sur les femmes dans le sport pour la ville de Nyon, donc on en avait parlé. On est très peu de femmes arbitres, mais on n'a pas de problème particulier en tant que femme. Moi, je me souviendrai toujours, mon premier match de première division masculine, c'était à Nyon, contre Geplo. Et à la fin du match, un supporter vient me voir pour me féliciter. Ouais. Et il me dit, c'est super d'avoir une femme arbitre. D'accord. Parce que les supporters n'insultent pas. Ah bon? Les supporters se taisent. Mais non, ça va à l'encontre des clichés parce que on pourrait se dire les rugbyman, c'est vrai, grande gueule hein, quand même, sport assez viril, masculin. On pourrait se dire que voilà, avoir une femme arbitre sur le terrain, ça allait chauffer un petit peu. Ça a tendance à les apaiser complètement. Il y a un respect qui est au moins aussi important, voire plus important. Ça les apaise. Aujourd'hui, la principale difficulté quand on est femme arbitre, surtout dans le rugby, c'est que généralement, je fais quand même une tête de moins que la plupart des joueurs. Donc voilà, il y a des fois où je ne vois pas très bien ce qui se passe, où le déplacement est un peu différent. Donc on travaille entre femmes arbitres pour se donner des petits conseils sur comment gérer ça. Mais dans la relation avec les joueurs, ça se passe très bien. C'est des nounours, les rugbyman. Mais oui. Ah oui. Voilà. Bon, parlons aussi de votre rôle de présidente de Swiss Rugby. Quand même, c'est pas rien. Là aussi, une femme nommée à la tête de cette fédération suisse, c'est un sacré message aussi que ça envoie à la fois pour ce sport et le développement de ce sport au féminin dont on a parlé. Alors, moi, j'ai travaillé pour World Rugby, donc j'ai vu l'évolution. Il y a 8 ans, il y avait 4 femmes présidentes de fédérations nationales dans le monde. À l'Assemblée générale de World Rugby, là, en novembre 2023, on était 12. Donc ça reflète aussi une évolution mondiale du rugby où la place des femmes est en train de se faire, à la fois sur les terrains et en dehors. Et c'est vrai que pour nous, la Suisse, c'était important aussi de montrer que voilà, quel que soit le genre, les gens sont les bienvenus, que ça soit sur les terrains ou autour de la table. Ça suit les évolutions de société, en fait. Oui. Ouais. Oui. Quelles sont vos ambitions en tant que présidente de Swiss Rugby, outre le développement du rugby au féminin, on l'aura compris, mais quelles sont vos ambitions de manière plus large pour faire progresser, développer le rugby chez nous? Alors on a un gros enjeu qui est notre équipe masculine senior, qui est l'équipe suisse donc. Voilà, l'équipe suisse, qui mathématiquement aujourd'hui est déjà qualifiée pour le Championship, donc elle va monter l'année prochaine en Championship pour européen. Pour donner une idée aux spectateurs, la Suisse va jouer la Roumanie, la Géorgie, le Portugal, des équipes qui ont joué la Coupe du Monde l'année dernière. Donc ça montre voilà, le niveau auquel on va être confronté. Ça nous ouvre aussi les portes à la qualification en Coupe du Monde. Donc ça c'est quelque chose qui aujourd'hui nous occupe beaucoup parce que ça se prépare, une montée comme ça. L'idée, c'est pas non plus d'envoyer notre équipe au casse-pipe. Et aussi, ce que nous, on essaye de faire, c'est que finalement, il y a cet engouement autour de l'équipe nationale. Comment on fait pour que ça génère aussi des effets au niveau en dessous, au niveau du développement, que ce soit le développement des arbitres, de la formation médicale, des jeunes, des féminines, ça soit vraiment un tout et pas juste un focus sur les seniors masculins. Eh ben, merci beaucoup Aurélie Lemouzy, on va bien entendu suivre tout ça, le rugby, que ce soit masculin, féminin, sur notre chaîne. Et puis bravo encore pour votre prix de personnalité de l'année. Merci beaucoup. Au mérite sportif. Et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission Fais voir ta région. Demain, ce sera Florian Cavalleri dans FC Politique qui recevra le syndic de Nyon, Daniel Rossella, pour un bilan de mi-législature. Et puis avec Andrea, on se retrouve mercredi dans un prochain numéro de Fais voir ta région. Belle soirée à toutes et à tous sur NRTV.